Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Notre histoire, votre histoire, l'histoire en général et en particulier. Les histoires et la grande histoire. Alors je commence mon introduction. Alors déjà, histoire, ça vient du latin et du grec et ça veut dire enquête. Enquête factuelle, normalement, hein, tout du moins le plus possible. Mais vous vous êtes sans doute rendu compte que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc comment peut-elle être juste s'il n'y a qu'un seul pan de l'histoire écrite? Une seule version, un seul point de vue. Alors oui, certains historiens travaillent de manière factuelle et honnête, mais là nous allons parler de l'histoire un peu au sens général. Euh, et pour démontrer cela, nous allons faire un exercice de la pensée ensemble. Nous allons imaginer un monde différent. Alors, imaginons un monde sans Elohim, c'est-à-dire sans le Dieu des Hébreux. Et le nôtre par effet de mode, l'Europe serait sans doute restée ou devenue de confession mistraïste, c'est-à-dire nous vénérions sans doute le dieu Mitra, qui est un dieu perse d'origine perse, mais qui était très populaire à Rome à l'époque de Jésus. Donc le christianisme n'aurait pas existé, puisque Jésus n'aurait pas existé, et nous vénérions sans doute Mitra, qui est également un dieu salvateur, un dieu sauveur, mais également un dieu qui protège la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance. Alors la France serait restée gallo-romaine, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas eu de conversion, Clovis serait venu, mais se serait intégré à la civilisation gallo-romaine, pas de christianisme. Donc Charlemagne n'aurait pas fait les dernières guerres contre les païens de Lituanie. Il les aurait laissés tranquilles. Par ricochet, les Vikings ne seraient jamais intervenus dans toute l'Europe en faisant des raids justement contre les chrétiens et notamment les couvents, les églises, etc. Donc les Vikings n'auraient pas non plus créé toutes les grandes villes portuaires d'Europe, d'Irlande, d'Angleterre, d'Écosse et de France, en Normandie notamment. Le monde, l'Europe serait, et le monde par effet de ricochet également, le monde serait également très différent. Alors, continuons notre voyage. Les Européens n'auraient pas connu les guerres de religion. Donc les États-Unis n'auraient pas été colonisés par une secte protestante fuyant des persécutions virtuelles en Angleterre. Les Portugais n'auraient pas voyagé à travers le monde entier pour convertir les sauvages au bon et juste catholicisme. Ils ne seraient pas allés au Japon, pas en Asie, pas au Cambodge. Ils n'auraient pas apporté le piment en Asie. Ça, c'est une petite parenthèse, mais intéressante. Le monde serait très différent. Les jésuites ne seraient pas allés partout pour convertir. Alors oui, peut-être que le Nouveau Monde aurait été découvert pour l'or, mais ça serait différent. Il n'y aurait pas eu de massacre forcément des Incas. Il y aurait pu y avoir des négociations relativement équitables. Bien sûr, pas de Révolution française, pas de Napoléon. Je vous l'ai déjà dit, mais pas des États-Unis. Les États-Unis n'existeraient pas, ou sans doute pas, ou très différemment. Pas de Première Guerre mondiale, pas de Seconde Guerre mondiale, pas d'Holocauste, puisque pas de religion juive. Le monde serait peut-être en paix, ou pas. On ne sait pas. C'est ma version que je vous raconte. C'est une version d'une histoire. Alors bien évidemment, cette histoire n'est pas l'histoire avec un grand H. Hein. Nous ne sommes pas dans le maître du haut château. Très bonne série par ailleurs et livre. Où dans cette histoire dystopique, les Allemands et les Japonais gagnent la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Alors, une histoire devient
la grande histoire à partir du moment où on va commencer à l'écrire et à la valider. Et c'est par l'écriture que les histoires se transforment en histoire. Sans écriture, les pays n'ont pas d'histoire, notamment l'Afrique par exemple, qui n'a pas eu, l'Afrique noire, hein, j'entends, qui n'a pas eu d'écriture, donc par ailleurs pas d'histoire avec un grand H, même si elles ont des histoires, bien évidemment, et des cultures. Mais il faut écrire pour valider et créer l'histoire avec un grand H. Alors bien évidemment, l'histoire que je vous ai contée est bien trop extravagante pour devenir officielle, pour devenir une partie de notre histoire. Et elle est totalement imaginaire, bien évidemment. Elle s'apparente à ce qu'on appelle un peu les légendes urbaines, c'est-à-dire toutes ces histoires non écrites, qui sont des légendes qu'on raconte, que certains croient, comme certaines idées conspirationnistes du 11 septembre, par exemple. Mais à partir du moment où je vais commencer à écrire une histoire, alors pas celle-là, mais imaginez que je commence à écrire sur le fait que la guerre, Seconde Guerre mondiale a existé, etc. Bien évidemment, je ne remets pas tout ça en question, mais je vais faire des petites insinuations dans lesquelles je vais dire que Monsieur Adolf Hitler était bon, une bonne personne, qu'en réalité il était très gentil, et qu'il a persécuté personne. Tout ça, c'est des histoires. Mais mon histoire, moi, je vous l'affirme, il était très sympa, il a persécuté personne. D'ailleurs, il y a des preuves historiques, hein, la conférence d'Évian. Les Allemands ne voulaient pas du tout tuer les Juifs. Et ils ont demandé aux États-Unis d'en accueillir et les États-Unis ont dit non, je peux pas. C'est pas possible, on n'a pas de place. Hein, et ça, du coup, c'est un fait historique. Et donc, à partir de là, je peux argumenter en disant mais non, les nazis ne voulaient pas du tout tuer les Juifs. D'ailleurs, ils ont pas tué de Juifs. Ça, c'est des histoires inventées par les Soviétiques. Ils étaient très gentils. Alors ça, vous voyez, si j'argumente un peu, que je ne vais pas trop loin dans l'imagination, certains pourraient me croire, hein, parce que je vais argumenter, je vais donner des passages historiques réels, je vais mélanger des faits historiques réels et des faits imaginaires. Hein. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et ça peut créer une histoire dans l'histoire. Hein. Donc du coup, en fait, ce sont les Soviétiques qui ont massacré les Juifs. Pas du tout les nazis, c'est Staline, cette histoire-là peut très bien être véhiculée. Par exemple, en Ukraine aujourd'hui, où un président de confession juive dit à la télévision, c'est enregistré, vous pourrez retrouver ça très facilement, que Bandera, donc un Ukrainien nazi, Bandera est une personne cool. C'est cool d'être bandériste. C'est cool d'être nazi, en fait. Et c'est un juif qui le dit. Alors, ça crée des troubles. On va dire, mais les nazis sont cool, alors. Son propre garde du corps, d'ailleurs, à monsieur Vladimir Zelensky, porte une Totenkov dans le dos. Hein. Vous savez, l'insigne Totenkov, c'est la tête de mort avec les tibias croisés. Un insigne nazi, SS même. Et ça, c'est cool. Donc, on peut très bien changer l'histoire pour amener là où on veut. Donc, Hitler était cool. Donc, le nazisme est cool. Bernard-Henri Lévy, à Odessa, s'est promené avec des pro-bandéristes. Donc, il y a d'un côté les bons nazis, les cools, ceux qui sont cools, les sympas, les nazis sympas. Mais par contre, en Italie, la droite remporte les élections avec une néo-fasciste, on va dire, hein, pour aller dans le sens du narratif officiel. Donc je pense qu'à 16 ans, elle a dû dire que Mussolini était cool. Et là, je fais une parenthèse historique. Excusez-moi, mes chiens jouent un peu. Et je fais une parenthèse historique. Mussolini n'a rien à voir avec tous les délires racialistes, racistes, identitaires allemands. C'est totalement différent. Hein. C'est deux régimes qui n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils étaient alliés, mais comme Franco ou Salazar au Portugal. Mais voilà, ce qu'ont fait les nazis
n'a pas du tout été reproduit en Italie, et encore moins en Espagne et au Portugal. Même s'il y a eu, pour faire plaisir à Adolf Hitler, un certain laisser-aller, tout comme en France, hein, avec Pétain. Au niveau mais je pense que largement moins en Italie, hein, de la persécution des entre guillemets parasites qui sont pas que les juifs, hein, c'était aussi les tziganes, les communistes, tous les anormaux pour les nazis. Donc je ferme cette parenthèse. Donc du coup, en Italie, Meloni gagne les élections, et là, oh là là, ça c'est du fascisme. Ça c'est pas bien. Ouais. Alors que c'est une alliance de droite. Donc, quand ça les arrange, c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est la double histoire, les deux poids, deux mesures. Là, en Italie, ça, c'est du fascisme, ça, c'est la fin du monde, ça, c'est méchant, c'est raciste, etc. Mais par contre, une Totemkampf, des insignes ZIG de la SS, des drapeaux même nazis en Ukraine, c'est cool. Et c'est des juifs qui vous le disent, donc croyez-les, c'est cool. Si un juif vous dit que le bandérisme et c'est cool, on ne peut que les croire, non? Ils sont bien placés pour le dire, étant donné qu'eux-mêmes ou leurs familles ont été persécutés durant la Seconde Guerre mondiale par ces mêmes nazis. Vous voyez, l'histoire, il faut s'en méfier, hein, parce que ce sont les forts qui l'écrivent. Et l'histoire qui est en train d'être écrite aujourd'hui dans la guerre d'Ukraine, une fois de plus, je ne prends pas parti pour Poutine ou contre Poutine, etc., etc. C'est une guerre qui ne me regarde pas à la limite. C'est une guerre fratricide, je vous le redis. Un Ukrainien et un Russe, c'est le même peuple, la même race. Faites des tests génétiques et vous serez fixés. Tout ça, c'est de l'histoire, justement, d'accord? Parce que les deux ont été créés par les Russes, historiquement, donc par les Suédois. C'est des frères, plus que des cousins, c'est des frères, et qui s'entretuent aujourd'hui pour une histoire à la limite qui les dépasse, hein, puisque c'est une histoire civilisationnelle. Mais revenons à nos petites histoires. Donc il y a les bons nazis, les nazis cool, ceux qui sont qui combattent donc pour Zelensky, BHL, etc. Et puis en Italie, il y a les méchants fascistes. Alors qu'ils sont élus démocratiquement, que l'Italie, même s'il y a de la corruption, mais enfin c'est incomparable avec l'Ukraine, qui est le pays sans doute le plus corrompu au monde. Mais vous voyez, cette double histoire, ces nuances historiques. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin dans le problème de l'histoire et de ces histoires. Alors l'introduction est un peu longue, mais c'est important. Vous savez que, bien évidemment, les nazis ont appliqué la solution finale à un moment donné pour se débarrasser des non-productifs juifs, tziganes et autres, mais particulièrement les juifs. On le sait de manière historique, ou tout du moins on le sait par le rapport Piketty, ce résistant polonais qui s'est fait mettre à Auschwitz volontairement et qui en est sorti après. Donc vous voyez, la résistance polonaise pouvait sortir d'Auschwitz et rentrer dans Auschwitz. Hein. C'est pour vous donner également un autre point de vue sur l'histoire qu'on a souvent des Allemands qui sont très efficaces, etc. Mais ça, c'est des conneries. Hein. En fait, les Allemands, ils sont aussi bordéliques que les autres, si ce n'est plus. C'est un mythe historique, ça. Donc, ce monsieur rentre à Auschwitz, voit ce qui se passe, en sort, écrit un rapport, l'envoie aux États-Unis. Les gens disent oui, ok, d'accord, c'est intéressant, mais bon, on a d'autres choses à faire. La priorité, c'est de bombarder les usines, c'est pas d'aider les prisonniers dans les camps de travail et de la mort. Merci beaucoup, mais voilà. Hein, c'est comme la conférence d'Évian, pour l'instant, le problème juif n'intéresse pas grand monde. Si ce n'est que pour des raisons de propagande, lorsque les soviétiques libèrent les premiers camps de concentration et d'extermination, les nazis, bien évidemment, ont détruit toutes les preuves d'exécution avant. C'est pas des fous. Hein. Et d'ailleurs, les camps s'étaient plus ou moins auto-libérés bien avant, puisque vers la fin de la guerre, il n'y avait plus personne dans les camps. Et d'ailleurs, mais je reviendrai après, la plupart des gardiens étaient ukrainiens, des SS ukrainiens. Donc, les soviétiques ont notamment à Auschwitz, reconstruit une tour et des pseudo-chambres à gaz pour des raisons de propagande, pour cacher leurs propres crimes et mettre le point d'exacerbation sur les nazis en disant regardez, parce qu'ils ont eu les témoignages des prisonniers, etc. Et vous voyez, ils ont reconstruit, ils ont refait, entre guillemets, un simulacre, une tricherie historique pour que ça soit vraiment concret, montrer
que les chambres à gaz avaient existé. Et elles ont existé, hein, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est clairement expliqué dans plusieurs livres et récits. Mais ce faux, entre guillemets, ce faux historique, a semé le doute chez certaines personnes, ce qu'on appelle pas les conspirationnistes, oui, ils sont aussi conspirationnistes, mais les négationnistes, hein, qui ont remis en question le fait que ce simulacre, ce faux, était réel. Et on peut être d'accord avec eux. Je veux dire, si vous voyez un peu la tête des pseudo-chambres à gaz à Auschwitz, vous avez quand même un doute sur la fonctionnalité, hein, sur la possibilité de réellement utiliser ça pour tuer des centaines de milliers de gens, voire des millions de gens. Vous voyez, donc voilà, ça ce sont des histoires dans l'histoire, c'est toujours très compliqué. Au lieu de dire que les Allemands avaient tout détruit, etc., et de dire que c'est un faux, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être précisé maintenant Auschwitz, hein, que c'est une reconstitution. Je suis pas sûr, il faudrait vérifier ce point historique. Mais voilà. Donc ça, bien évidemment, ça, quand vous semez le doute, c'est comme aujourd'hui en Ukraine, depuis 10 ans, des enfants sont éduqués, instruits dans le bandérisme, c'est-à-dire la promotion et la haine des Russes dans une idéologie pseudo-national-socialiste. Ou avoir un Totenkopf, c'est cool, avoir des insignes SS, c'est cool. Ce que je peux comprendre par ailleurs, hein, les Ukrainiens se sont sentis quelque part un peu libérés par les nazis contre les soviétiques. Hein. Mais le problème, c'est que le soviétisme n'existe plus. Alors, je veux bien que Poutine soit un dictateur, mais c'est pas un régime soviétique. Vous avez possibilité de créer une entreprise libre en Russie. Hein. Vous avez possibilité, comme au Cambodge, qui est aussi une dictature, on va dire, une ancienne dictature communiste aussi, hein, mais qui s'est transformée en un système capitaliste comme la Russie, mais même la Chine d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile à avaler que on est dans une guerre contre les soviétiques ou un régime totalitaire délirant qui tue les gens. Le goulag n'existe plus en Russie, enfin à ma connaissance. Hein, peut-être qu'il y a encore des petits goulags à droite à gauche qui traînent, c'est possible. Mais voilà, donc vous voyez, l'histoire est compliquée. C'est toujours le rapport de Witold Pilecki, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ce Polonais résistant, existe. C'est un fait historique, comme la conférence d'Évian, comme, vous voyez, rien n'est blanc ou noir, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours des zones grises. Et ce qu'on essaie de faire croire en Ukraine, qu'il y a les bons d'un côté, donc nazis, les bons nazis d'un côté, qui combattraient les méchants soviétiques de l'autre, ou les crypto-soviétiques de l'autre, c'est faux. C'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, maintenant, on a aussi eu le narratif, je vous mettrai d'ailleurs la photo d'un tweet de BHL, qui explique que maintenant, c'est une guerre religieuse, donc pour les soviétiques, contre l'Occident libre, l'Occident laïque, hein, et que même les Tchétchènes sont dans le djihad, mais on se fout de la gueule de qui? Je veux dire, d'abord, BHL est de confession juive et croyant, donc c'est un messianisme, et il accuse les autres d'être des messianistes. C'est l'accusation inversée, hein, c'est tellement gros que ça passe, d'accord? Vous savez qu'il y a aussi tout l'État islamiste, etc., enfin, le reste de l'État islamiste et des combattants djihadistes wahhabistes combattent en Ukraine contre les Russes et les Tchétchènes. Donc là, les Tchétchènes vont revenir pour combattre les musulmans. Il y aura donc les bons musulmans et les méchants musulmans. Alors, suivant dans quel camp on se met, ça changera. Hein, voilà. Donc vous voyez, ces histoires sont quand même assez folles. C'est quand même, il faut se méfier des histoires, de l'histoire, et qui l'a écrit, comment elle est présentée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Il faut essayer de rester neutre, factuel, mais c'est compliqué. C'est compliqué, et vous en avez la preuve là, tous les jours en Ukraine, dans cette guerre. C'est fou. Bon, je termine cette longue introduction. Et là, la partie historique, philosophique et politique seront plus courtes dans l'absolu parce qu'on a presque tout dit dans l'introduction. Alors, la partie historique. Alors, le mot histoire vient du grec ancien, historia, signifiant enquête. Donc, l'histoire, c'est l'enquête. Mais une enquête doit être honnête. Une enquête ne doit pas être malhonnête. Hein, et le problème, c'est que dans la civilisation occidentale dans laquelle on est, le mensonge même est malhonnête. Alors que dans l'Empire russe ou au Cambodge, etc., oui, tout le monde, il y a des mensonges. Mais en fait, c'est des mensonges honnêtes.
C'est qu'on sait que c'est des mensonges. Tandis que dans le monde occidental, on fait croire que c'est la vérité. D'accord? Donc en fait, c'est des mensonges malhonnêtes. Alors bon, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais en d'autres termes, si vous voulez, le monde occidental ment, mais en vous garantissant qu'il détienne la vérité. D'accord? Donc c'est un mensonge malhonnête. Alors que dans les bonnes vieilles dictatures, entre guillemets, allez, l'Empire russe, le Cambodge, le Vietnam, la Corée du Nord, on sait que tout ça c'est faux. On sait. Donc c'est des mensonges honnêtes. Hein. Au moins, c'est clair. Ouais. Vous savez ce que vous avez le droit de faire, vous savez ce que vous n'avez pas le droit de faire. Tandis que dans le monde occidental, vous avez le droit de tout faire en fait. Mais en fait, vous avez le droit de tout faire, mais de rien faire du tout. Même plus d'entreprendre, puisque vous êtes submergé de taxes. Ouais. Regardez ce qui se passe en Europe. Les gouvernements européens tuent l'économie européenne pour une pseudo-guerre religieuse de civilisation ou civilisationnelle. Donc l'histoire du côté occidental n'est plus honnête. L'enquête est faussée. L'enquête est fausse. Et ça date depuis presque maintenant 15-20 ans. On nous ment délibérément sur tout. Donc, il n'y a plus d'histoire honnête en Occident. Alors, l'histoire est aussi déformée et travestie dans le monde, on va dire, asiatique en général, en incluant la Russie. Oui, la Chine ment, oui, la Russie ment, oui, le Cambodge ment, etc. Mais au moins, comme je disais, c'est des mensonges tellement évidents qu'on le sait. D'accord? On sait à quoi se tenir. Et le problème de l'histoire, c'est qu'en fait, comme elle est écrite par les vainqueurs, elle n'est jamais tout à fait honnête. Même si aujourd'hui, des historiens vous diront qu'ils sont dans une déontologie historique de faits, etc. Sans doute, ça existe, hein, je ne dis pas le contraire, mais d'une manière générale, on ne peut pas faire confiance à l'histoire écrite par les vainqueurs. Forcément, elle met en valeur le vainqueur et vae victis, mort au vaincu, le vaincu est toujours décrit comme très bas, etc. Pour se rendre compte, il y a qu'à lire La guerre des Gaules de César. C'est très intéressant, c'est un livre historique, on va dire, puisqu'il décrit la guerre des Gaules, mais vous savez, les Romains ont déporté plus de 1 million d'esclaves celtes, gaulois. Ils ont détruit la civilisation celtique en Gaule, ils ont massacré tous les druides, etc. etc. Mais on n'en parle pas beaucoup dans nos livres d'histoire, justement, puisque ce sont les Francs, donc les Germains, qui ont pris la suite de l'Empire romain. On est toujours dans le narratif de l'Empire romain, c'est cool. Vous voyez ? Et les Celtes alors ? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous, les Celtes ? On s'en est pris plein la gueule. Mais c'est pas vraiment, il y a 3-4 lignes par-ci par-là. Vous voyez ? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas une civilisation celte, ou comme en Afrique, comme l'histoire. Et alors, vous allez dire, je vais être wokiste 5 minutes. Dans le narratif du wokisme, ils disent quoi? C'est que l'histoire a été écrite par les Blancs. Oui, c'est un fait historique. Du coup, oui, c'est vrai. Et les Chinois. Donc, on va dire les peuples du Nord. Oui, c'est un fait historique. Si vous avez le pouvoir, vous allez vous en servir. Sinon, à quoi ça sert d'avoir le pouvoir si on s'en sert pas? C'est ridicule. C'est-à-dire, tout le wokisme est ridicule. Bien évidemment que l'histoire a été écrite par les vainqueurs et qu'elle est arrangée pour eux. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique, ou que les Celtes qui n'avaient pas non plus d'écriture n'avaient pas d'histoire. Bien sûr qu'ils avaient une histoire. Bien sûr que les druides transmettaient des faits historiques, des légendes, des histoires du peuple, la mythologie, etc. De même en Afrique. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas d'écriture, et comme ces civilisations ont été dépassées, maîtrisées par des civilisations plus fortes, plus dominantes, leur histoire a disparu. Et en Europe, prenez l'histoire des Celtes. Alors maintenant, c'est redevenu, ça ressort un peu à la mode, etc. Depuis, on va dire, le siècle dernier, parce que l'archéologie a évolué et qu'on a découvert beaucoup de choses. Et aussi bien l'archéologie génétique. Donc maintenant, on sait à peu près les peuplades, comment elles se sont déplacées, et ainsi de suite. Mais gardez en tête que l'histoire de l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc il faut s'en méfier par définition. D'accord ? Et là, aujourd'hui, nous voyons une histoire en train d'être écrite, un narratif faux, tout du moins faux, qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête. Le narratif occidental n'est pas honnête, tout comme... Et je pense que le narratif russe est plus honnête. Bon, bien sûr qu'il y a des mensonges, hein, ça il faut être clair.
puisque toute force de violence est par définition mensongère. Hein. Là, je vous fais référence à Espace CP. Hein, voilà, tout est expliqué dans Espace CP. La violence sert à dominer. Hein, sinon, ça servirait pas à grand-chose. Bon, voilà pour la partie un peu historique de l'histoire. L'histoire de l'histoire. Et maintenant, nous allons partir nous allons faire une transition vers la partie philosophique avec justement le très bon livre L'histoire de Daniel Cordier, ancien membre de l'Action française résistant. Donc l'Action française, c'est quand même, on va dire, d'extrême droite ou décrit comme tel. Il devient ensuite le secrétaire de Jean Moulin et découvre son homosexualité, devient plus ou moins artiste, enfin vendeur d'art, etc., etc., et passe de l'extrême droite à quasiment l'extrême gauche, ou pire même l'extrême centre. Bon, mais cela dit, j'ai quand même une affection pour ce monsieur, parce que son livre est très intéressant, et c'est justement l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire en fait, nous sommes les premiers inventeurs d'histoire. Nous, humains, individus, nous inventons tout le temps notre histoire, nous la modifions, nous la changeons, et d'ailleurs le rôle du cerveau, c'est pas tant de créer une histoire, mais c'est d'oublier certaines histoires. Le rôle du cerveau, c'est de détruire des mémoires qui nous dérangent. Hein, un soir d'ivresse, vous vous retrouvez tout nu avec un tutu, par exemple. Voilà, ben ça, votre cerveau aura tendance à le supprimer. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, vous savez que on parlait des gentils nazis tout à l'heure. Donc Hitler étant un gentil nazi pour les Ukrainiens, a priori. C'est très drôle parce que Hitler décrit lui-même quand il a eu son pseudo bac blanc, il a pris une murge phénoménale, la première et la dernière de sa vie, et il s'est torché avec son bac blanc. Et après, le lendemain, il ne se souvenait plus trop de ce qui s'est passé. Il a voulu rechercher une copie à l'école et on avait trouvé son papier toilette et on lui a rendu. Et il a été humilié à vie. Et du coup, il n'a plus jamais bu d'alcool ou très peu. Voilà. Vous savez, ça, c'est des gens qui ont des problèmes d'identité, de moi. Enfin, c'est des problèmes psychologiques. Hein. Les gens qui ne boivent pas ou qui ont peur de se montrer dans leurs moments de faiblesse, c'est des gens qui doutent d'eux-mêmes. C'est des psychopathes en général. Il faut faire très attention à ça. C'est un signe révélateur. Bon, alors je termine cette parenthèse. Alors, d'un point de vue philosophique, nous sommes toujours en train de réinventer l'histoire, ou tout le moins d'oublier ce qui ne nous arrange pas, et de la réécrire en permanence dans notre cerveau. On se met toujours en avant, on projette une image de soi-même qui est fausse en général, ou tout du moins qui n'est pas celle que les autres voient. Mais c'est la même chose dans la grande histoire. Ça, c'est nos petites histoires, et dans la grande histoire, c'est la même chose. Et quand Daniel Cordier écrit ce livre, lui-même ne se souvient plus trop et ne peut plus faire confiance à son histoire, à l'histoire qu'il veut écrire. Il ne se souvient plus. Il doute même de ses souvenirs parce que le cerveau transforme tout. Donc imaginez, la grande histoire, elle est aussi totalement transformée. Donc nous sommes par définition tous des menteurs, aussi bien individuellement que collectivement. Bien sûr, nous sommes dans des narratifs et le mensonge est quelque chose qui existe et qui est nécessaire à notre équilibre mental et civilisationnel. Mais par contre, il ne faut pas aller au-delà d'une certaine dose de mensonge, parce que là, on tombe dans le mal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Occident avec la guerre en Ukraine, qui est un démonstrateur du pire de ce que l'histoire, comment l'histoire peut être transformée et déformée. Hein. BHL qui ose dire que Poutine est un messianiste pseudo-chrétien, avec les Tchétchènes et qui font une sorte de guerre sainte contre les valeurs de l'Occident qui sont la vérité, la liberté, etc., etc., etc. Donc la Révolution française, quoi, en gros. Et c'est un type messianiste qui pense que Israël doit être la capitale, Jérusalem doit être la capitale du monde, qui vous le dit. Ah mais c'est quand même fort. Vous voyez à quel point il faut faire attention à tout ça, garder la tête froide et prendre du recul. Pour les deux camps. Hein. Voilà. D'ailleurs, nous, Français, notre intérêt n'est pas du tout dans cette guerre, n'est pas du tout de nous suicider collectivement, de nous couper de toute énergie pour des pseudo-idées de liberté ou d'écologie, je ne sais quoi. Voilà. D'abord, on essaye de survivre, nous, avant d'aider les autres. Pour aider les autres, il faut d'abord être en bonne santé mentale et physique, sinon c'est un suicide. Voilà. Voilà.
Bon, voilà pour la partie un peu philosophique. Donc, effectivement, l'histoire est toujours réécrite, toujours modifiée. Et d'ailleurs, le wokisme ou la cancel culture, c'est bien une réécriture de l'histoire. Et elle se passe en ce moment, vous la voyez depuis maintenant 10, 15 ans, 20 ans, allez, on parle à partir de 20 ans, les soubresauts du postmodernisme, etc., revenus par l'Amérique, avec Evergreen, etc., et vous êtes les témoins d'une réécriture de l'histoire, d'une transformation de l'histoire, et vous êtes les témoins de la création d'une nouvelle histoire en Ukraine où il y a les nazis cool, hein, et les méchants fascistes en Italie. Et en Suède, c'est même au-delà du nazisme. Hein. Ça veut dire des ultra-identitaires, etc., etc. Mais c'est tellement gros que ça passe, mais si vous ouvrez un peu les yeux, vous allez voir tout ça. Et bon, moi je pense ça avec un peu d'humour, parce que sinon ça serait trop triste. Hein. Voilà. Donc ma transition vers la politique, c'est que vae victis, mort aux vaincus. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Vous en avez la preuve, tout au moins une tentative en Ukraine, parce qu'on ne sait pas encore qui est vraiment le vainqueur. Pardon, je m'excuse 2 secondes. Hey, stop, couchez. Il y a mes chiens qui délirent. Et donc voilà, on voit ça devant nous. Et politiquement, c'est quand même très intéressant, puisque on est en train de vivre aujourd'hui des événements graves, parce que ça va peut-être déboucher sur une 3e guerre mondiale, réelle là du coup. Mais comment on va ressortir cette histoire? Comment la politique va-t-elle écrire cette histoire? Imaginons allez, dans 6 mois cette guerre est terminée, qu'on arrive à un compromis de paix, qu'Elon Musk est dans la vérité. Le pauvre Elon Musk, hein, vous avez vu ce qu'il a pris pour son grade, en disant juste que la paix serait peut-être possible en acceptant certains compromis. Il a été mis sur la liste du site internet, ils l'ont retiré, hein, mais il a été mis pendant quelques heures sur la liste des personnes à abattre, entre guillemets. Hein. J'ai oublié le nom de ce site internet ukrainien, mais je vous mettrai le lien. Bon, ils l'ont quand même retiré. Hein. Et à un moment donné, je crois qu'il a coupé aussi Starlink, que tous les mecs utilisent au front, c'était la panique générale. Enfin bref. Nous sommes vraiment dans une époque incroyable du mensonge, de narratifs qui s'opposent et qui vont bien au-delà de cette guerre, puisque pour moi, bon, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, c'est un conflit justement de la vérité contre le mensonge. Et au niveau politique, si vous voulez, on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, on sait qu'on la transforme en permanence, certains courants essaient même de la réécrire, de la changer, l'histoire est toujours interprétée politiquement. Puisque c'est une force, c'est un narratif, mais il y a des limites. Il y a des limites à l'acceptable. Les limites de l'acceptable, c'est de ne pas de pas rentrer dans le mensonge absolu, c'est-à-dire le mal. On peut pas tout changer pour des intérêts politiques, parce qu'au moment donné, ça devient tellement gros, tellement choquant que le peuple ne l'accepte pas. Parce que le peuple est quand même attaché, je suis attaché, vous êtes attaché à notre histoire. Même si elle contient des mensonges, même si elle n'est pas parfaite, c'est notre histoire, c'est la nôtre. Et on y tient. Comme il y a notre famille, il y a nos amis, mais il y a aussi notre histoire collective. Et on y tient. Et là, je vais vous donner l'exemple assez flagrant d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est une grande philosophe de confession juive, israélite. Et qui vit américaine, hein, enfin je crois qu'elle est d'origine européenne, mais bon, enfin bref, pas grave. Lors du procès d'Eichmann, vous savez, les Israéliens voulaient faire le procès de tous les nazis, ce que je peux comprendre hein, par ailleurs. Doucement, pardon, les chiens. Allez, stop, couchez. Sinon ils vont créer une histoire avec ma caméra, et ça serait bien qu'ils ne le fassent pas. Voilà, donc alors, elle est convoquée, enfin elle est invité pour suivre le procès d'Eichmann, qui était un petit cadre, hein, parce qu'ils n'avaient plus personne à trouver, donc Eichmann, c'était vraiment pas... Hé, couchez, ça suffit maintenant. Hein. Pardon, excusez-moi, un petit problème technique avec mes chiens. Couchez. Donc, Eichmann, il y a son procès dans les années 70 en Israël, donc elle est invitée pour suivre ce procès. Et elle est honnête, c'est une personne honnête, intellectuellement honnête, vous voyez. Et elle commence à voir que c'est un procès un peu, pas bidonné, mais c'est un procès spectacle, etc. Et elle ose critiquer ce côté spectacle.
de ce pauvre Eichmann qui n'a pas fait grand-chose dans le rouleau compresseur nazi. Et le fait d'avoir critiqué le procès a créé une déferlante contre elle. Israël a même interdit ses livres d'être publiés en Israël. Enfin, vous voyez, c'est tout un délire. Dès que vous osez contredire le narratif officiel, vous êtes mis au banc des accusés, vous êtes conspirationniste, vous êtes le mal absolu, etc. etc. Et ça, je parle dans les années 70. Oui. Alors aujourd'hui, oulala, imaginez. Donc c'est quand même assez je veux dire, assez grave de ne plus pouvoir critiquer. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la critique est interdite. Si vous osez dire que comme c'est les Ségolène Royal qui osent critiquer le régime ukrainien, même pas le critiquer, qui osent dire que l'histoire du régime ukrainien, donc avec un grand H, l'histoire qu'ils sont en train de décrire n'est peut-être pas tout à fait juste. Et oh là, c'est interdit ça. Alors, vous avez d'autres histoires aussi intéressantes, toujours en Israël. Vous avez eu le procès d'un Ukrainien qui s'appelait à l'époque, qu'on a appelé Ivan le Terrible. Alors, cet Ukrainien était un gardien, je crois que c'était Treblinka, il me semble, enfin je ne sais plus trop, oui, Treblinka. On a la trace d'un Ukrainien qui est marié aux États-Unis, un immigré ukrainien aux États-Unis, etc. On l'attrape, il a différents procès. Et durant un de ces procès, un des premiers procès, les témoins, et là c'est l'histoire de l'histoire, se contredisent totalement. Alors je ne sais pas si c'est le vrai Ivan le Terrible, hein, mais à la limite c'est pas tellement le problème. Moi je vais vous raconter le procès. D'ailleurs vous avez des vidéos pour regarder, il y a eu des reportages intéressants là-dessus. C'est que d'abord, il n'y avait plus trop de témoins parce que dans les années 80, 70, il y a plus moins de témoins. D'ailleurs, lui, il a 92 ans, enfin, c'est un vieillard. Et les témoins, qui étaient très jeunes à l'époque, du coup, inventent des choses. Ils inventent des choses et là, l'histoire avec un grand H montre que c'est des inventions, enfin, c'est totalement incohérent. Et du coup, le procès est ajourné, est annulé. Et il n'y a pas d'accusation valable contre Ivan le Terrible. Alors, les Allemands ont refait un procès après, ils l'ont condamné, etc., etc. Mais je pense que c'est plus pour la forme qu'autre chose. Parce que, imaginez de vous souvenir d'événements d'il y a, allez, suivant votre âge, mais si vous avez comme moi la cinquantaine, imaginez de vous souvenir d'événements lorsque vous aviez 10 ans, 10, 11, 12 ans. Et je peux vous garantir qu'ils sont très loin d'être précis et vous avez tendance à les inventer. Ça, c'est l'histoire de l'histoire. Voilà, et des choses comme ça, il y en a plein. C'est donc très dangereux de mettre un jugement ou une politique sur des souvenirs. C'est trop dangereux parce que d'abord, on les réinvente, les vainqueurs changent l'histoire officielle, donc c'est très dangereux. Et moi, je vous donnerai un dernier exemple avant d'aller dans la conclusion. Sur les Khmers rouges au Cambodge. Donc du coup, c'est plus récent, donc on a plus de traces historiques. Et dans la famille de mon épouse cambodgienne, il y a eu des gardiens de camp. Hein. Il y a eu des victimes, et comme il y a eu des gardiens, etc. Et suivant les camps, je m'excuse, mes chiens s'amusent, suivant les camps et la région et autres, j'ai des membres de ma famille qui ont pris du poids. C'est en fait, ils mangeaient bien. Et d'autres ont souffert vraiment la misère, quoi. Ils étaient quasiment morts de faim. Ouais. Donc, on ne peut pas faire une généralité et dire que tous les Khmers rouges étaient méchants ou que tous les Khmers rouges étaient ci ou ça. Non, c'était plus compliqué. C'est toujours plus compliqué. L'histoire est toujours bien plus compliquée. Comme il y a certainement des méchants Russes, comme des bons Russes, et des gentils Ukrainiens, comme des mauvais Ukrainiens. C'est toujours plus compliqué. C'est très dangereux de faire des généralités. Mais après, il arrive un moment donné où on est obligé de faire des généralités. Et ça devient l'histoire, la grande histoire, le roman historique national qui n'est pas juste. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans la malhonnêteté absolue. Il ne faut pas aller dans le mensonge. On peut arranger un peu l'histoire. Vous le faites, vous, en tant qu'individu, tous les jours. Et collectivement, on le fait aussi. Mais par contre, il ne faut pas avoir le culot de dire qu'il y a des nazis cool et des nazis pas cool. Soit les nazis sont pas cool, le régime nazi, le racisme, etc., c'est pas cool, ou soit c'est cool. Mais on ne peut pas dire, ah oui, quand BHL voit des membres du bandérisme ukrainien, c'est cool, et en Italie, vous avez un gouvernement élu démocratiquement de droite, et là, c'est pas cool.
Ouais, c'est ça qui est pénible. C'est ce double narratif, ces deux poids, deux mesures, c'est ce mensonge permanent qu'on nous assène. C'est trop gros, ça devient trop gros. Le narratif historique qu'on essaie de nous vendre est trop gros. Entre les crises économiques, entre le Covid et la guerre en Ukraine, c'est trop gros, ça devient trop. Il y en a marre et je pense qu'à un moment donné, on ne va plus l'accepter. Et on verra ce qu'on fera, mais ça va péter, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, ça risque de péter réellement avec une guerre nucléaire, mais ça risque aussi de péter en France et ailleurs, puisque là, c'est trop gros. Vous voyez, ce qu'on essaie de nous faire avaler, la pilule est trop grande. Ça passe plus. Ça passe plus. Donc nous arrivons dans la conclusion. Alors, la conclusion, c'est quoi? Méfiez-vous de l'histoire, de votre histoire individuelle, méfiez-vous de vous-même, méfiez-vous de vos propres souvenirs. Soyez toujours le plus impartial possible. Essayez d'être impartial, essayez de prendre du recul, essayez de toujours garder un peu d'humour parce que ça aide, individuellement et collectivement. Ne tombez pas dans les panneaux. En Ukraine, on a la démonstration que des jeunes aujourd'hui de 20, allez, ils avaient 10 ans en 2014, donc ils ont quoi, 22 ans, 20 ans aujourd'hui. Ils ont été complètement pris dans une machine doctrinale. Il faut tuer les Russes un par un. Et on a créé une haine anti-russe. Ça aurait été bien que le régime communiste existe toujours, parce que là, ça aurait été vraiment plus facile. Mais non, il y a quand même une démocratie relative, d'accord, mais existante j'allais dire en Union soviétique, en Russie. Et elle a une liberté d'entreprendre, de vivre, etc. Mais on a quand même créé ce narratif en portant je veux dire, bon, certainement que Bandera a libéré l'Ukraine contre les soviétiques. C'est un fait historique, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le régime national-socialiste, le régime hitlérien, on ne peut pas l'aduler. Oui, il y a des choses qu'on peut regarder positivement, comme le fait d'avoir sorti l'Allemagne d'une crise économique, d'avoir donné de l'emploi à tout le monde, etc. Mais ça a été fait au détriment d'autres et dans une machine de guerre. Donc c'est pas un régime qu'on peut aduler. On peut pas. Les Ukrainiens ne peuvent pas dire que le bandérisme c'est cool. Zelensky ne peut pas dire que Bandera c'est cool. Et son garde du corps avoir des insignes SS c'est cool aussi. Et on peut pas. Soit c'est cool, mais pour tout le monde alors. Pour tout le monde. Donc en Allemagne, le nazisme n'est plus interdit, on réhabilite tous les négationnistes, Hitler n'a pas fait de mal, les juifs n'ont pas été persécutés, voilà, ça on réécrit l'histoire, mais allons-y alors dans ce cas, soyons francs. Voilà, c'est ce deux poids deux mesures qui est gênant, c'est ce mensonge continuel, il y a des bons nazis, des méchants nazis, c'est pas clair. Le mensonge est trop gros et ça use, à la fin ça use parce que c'est pénible. Donc, même si on doit accepter une part de mensonge dans notre histoire, dans individuel et collectif, comme je vous l'ai dit, faut pas que ça devienne trop gros. Parce que là, c'est plus un arrangement avec l'histoire, c'est une réécriture de l'histoire. Que ce soit du wokisme à Zelensky, on peut pas réécrire l'histoire. À un moment donné, il faut arrêter. D'accord c'est trop gros, c'est trop gênant. Et d'ailleurs, bon, pour avoir aussi une petite critique vis-à-vis des Russes, tous les Ukrainiens ne sont pas des nazis, d'accord? Donc leur guerre de dénazification, ça doit être, je sais pas, moi, peut-être 10% des Ukrainiens. Mais le reste, je pense qu'ils vivent tout à fait normalement et qu'ils voudraient bien que cette guerre s'arrête et puis basta. Donc, ouais, des deux côtés, c'est pénible. Mais là, pour moi, et ça c'est personnel, moi, là où ça me met insupportable, c'est qu'un type comme Bernard-Henri Lévy, qui est un messianiste juif, au sens profond du terme, c'est-à-dire que lui, je pense qu'il croit vraiment que le Messie va revenir, qu'Israël deviendra le guide du monde, etc., etc., etc. Bon, il peut croire ce qu'il veut, mais de l'imposer aux autres, c'est gênant, et de là, surtout, à faire une accusation inverse vis-à-vis des Russes en disant que c'est eux les messianistes, c'est eux qui font une guerre de fausses religions contre le monde occidental libre. Là, c'est du foutage de gueule. C'est plus possible d'accepter ça. Il faut avoir une certaine décence. On peut pas pousser le bouchon aussi loin, quoi. Ça devient trop gros. Donc,
Si vous voulez, il faut quand même être honnête. Et le problème général, je vais terminer là-dessus, c'est que le monde occidental n'est plus honnête. Il a basculé dans le mensonge. Et là, du coup, ce que dit Poutine est tout à fait exact, ou Lavrov, c'est-à-dire que le monde occidental est devenu la société du mensonge permanent. On nous ment en permanence, on nous invente des histoires en permanence, on se fout de notre gueule en permanence, pour qu'une élite, et je terminerai là-dessus, pour qu'une élite qui veut maintenir le pouvoir à tout prix, est prête à détruire les peuples européens, à détruire l'Europe, pour garder son pouvoir. Ces gens-là sont prêts à créer de l'immigration de masse en Europe. Ce qu'ils veulent, ce sont des clients, des gens qui vont voter pour eux, qui vont les soutenir. Ils sont prêts à réécrire l'histoire, donc c'est le wokisme, etc., la déconstruction. Ils sont prêts à nous sacrifier économiquement, à détruire notre économie pour aller dans leur narratif. Donc ça, c'est la guerre d'Ukraine. Hein, c'est la croisade du wokisme. Le wokisme doit être imposé au monde entier. Au-delà du bon sens et de la tradition que certains veulent récupérer. Donc en Italie et en Suède, vous avez la démonstration aujourd'hui. Mais ça, c'est décrié comme des régimes nazis, donc fascistes, mauvais, etc. Alors qu'en Ukraine, c'est cool. Voilà. Donc ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir, ça va exploser. Ça va forcément exploser parce que le mensonge est trop grand, trop lourd. On ne peut plus l'accepter. On ne peut pas se sacrifier pour des bêtises pour que cette petite élite puisse continuer à vivre. Et eux sont prêts. Je vous mettrai le lien aussi d'un très bon article en anglais. Ces élites sont prêts à la guerre mondiale. Ils ont tous des petits bunkers, enfin des petits d'ailleurs, des énormes bunkers avec piscine, etc. etc. Et l'article dont je vais vous parler, en conclusion, c'est que en fait ces gentils milliardaires, nos élites ont préparé l'après Troisième Guerre mondiale. Et quand je parle de Mars, etc., même si Elon Musk, je le retire un peu du groupe des méchants, puisque j'ai une certaine affection pour lui, même si lui est également un ultra riche, mais il a du bon sens, il a gardé un certain bon sens. Je ne sais pas s'il est transhumaniste ou autre, mais enfin, il a quand même gardé du bon sens. Il veut la paix, et il ne veut pas nous précipiter dans une troisième guerre mondiale. Mais les autres, c'est à douter. C'est à douter. Alors certains sont prêts sans doute à mourir, comme BHL, lui je le vois bien prêt à mourir dans une sorte de romantisme délirant inversé. Mais les autres, eux, ils ont leur bunker. Et il y a des sociétés, notamment, je crois que c'était en Tchécoslovaquie ou je ne sais plus, qui se font des couilles en or à construire des bunkers de luxe où les mecs vont vivre là-dedans, entourés par des équipes de sécurité de Navy Seal, etc., pour l'après Troisième Guerre mondiale. Hein, pour la reconstruction du monde. Du coup, c'est la déconstruction et reconstruction. Mais le problème, c'est que ils vont être bien seuls. Ils vont être bien seuls, ces gens-là. Hein, bon, voilà. Donc, je conclus là-dessus. Gardez espoir. Il faut, je pense, à un moment donné, se révolter. Je vois que ça. Il ne faut plus accepter ce mensonge. Il est trop gros. Il est trop évident. On se moque de nous ouvertement. On se fout de notre gueule ouvertement. Hein, l'histoire du col roulé, enfin tout ça. On se fout de notre gueule. On se fout de nous ouvertement. Et je pense que c'est trop gros. Et que les gens commencent à se révolter petit à petit. Et que nous sommes dans un tournant. Les élections en Italie et en Suède l'ont montré. Nous sommes dans un tournant. Les peuples doivent reprendre le pouvoir, leur souveraineté, et se détacher de ce narratif, de cette idéologie folle, cette philosophie de la mort. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.